Bon, on va arrêter ça là, on va arrêter ça, cette introduction magique faite par CFO dans ma version refaite du thème de No Way Jose. Salut tout le monde, c'est la première édition, premier podcast ever, yeah! De Parlons lutte avec No Way J. No Way J, c'est moi-même. Aujourd'hui dans l'émission, comme je vous dis, premier podcast, ça va être le plus mauvais. Fait que si vous regardez, écoutez l'émission aujourd'hui puis vous vous dites c'est vraiment mauvais, l'animateur a pas de voix, pas d'intonation, pas de motivation, a de l'air vraiment plate, dites-vous ça peut juste vous aller en s'améliorant. Pour ceux qui trouvent ça bon, ben tant mieux pour vous autres, les autres vont être meilleurs. Fait que ça va être le plus dur. Puis en plus, aujourd'hui, on a un gros menu. On va parler de l'édition de cette semaine de Raw, SmackDown, la Cruiserweight Division, NXT. On va aussi beaucoup parler de Alberto Del Rio. C'est passé beaucoup de choses et beaucoup de trucs sont sortis à propos d'Alberto Del Rio cette semaine. On va parler de Daniel Bryan. On va parler de Bo Dallas. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. NXT, le prochain TakeOver Event. On va aussi parler de Kevin Owens. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Goldberg, Brock Lesnar, Randy Orton. Et on va parler de Amir Hassan et de Luke Harper. Ça va être probablement... Ça va être qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Désolé, j'ai complètement manqué ma shot, mais c'est qu'est-ce qu'on va parler cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite. On va faire ça vite et on va faire ça efficacement. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Raw lundi dernier? Ça a été une grosse surprise. Pour vous, pour ceux, je ne scraperai pas de punch tout de suite. On va commencer à parler plutôt de Sami Zayn, notre Québécois, notre premier Québécois national qui a un match contre Jinder Mahal. Squash Match qui était complètement Jinder Mahal qui est revenu avec la WWE pour basically servir de punching bag. Il est juste là pour perdre des matchs. Ça a été un match très plate. Personnellement, j'ai pas regardé le match. J'ai pogné des petits bouts. Excusez, je viens de botter ma table. J'ai pogné des petits bouts genre juste sur YouTube et tout ça et c'était absolument atroce. C'était vraiment pas un très bon match. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec Sami Zayn présentement. Je sais pas quel est le but de mettre Sami Zayn dans ces espèces de squash match-là, mais il va vraiment avoir besoin qu'il se passe, surtout avec le match incroyable qu'il y a eu à Battleground au mois de juillet entre lui et Kevin Owens, puis avec ce qui s'est passé avec Kevin Owens. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va se faire avec Sami Zayn. Deuxième truc que je veux parler de l'édition Raw cette semaine aussi, il y avait un segment de Stephanie McMahon avec Paul Heyman qui était absolument parfait. Ce segment-là était très drôle. Le segment commence avec Stephanie McMahon qui donne de la chenoute dans le fond à Brock Lesnar pour avoir sacré des coups de coude dans le front et avoir fendu le front de Randy Orton, le fameux fine de $500 qui est complètement ridicule pour un gars comme Brock Lesnar. Ensuite, il y a Paul Heyman qui sort, qui fait comme Ladies and Gentlemen, dans le fond, le Paul Heyman national qu'on connaît, sort commence à parler un peu, commence à avoir un échange entre les deux, et arrive et dit je vais payer, je me sens mal, fait que je vais payer toute l'amende de Brock Lesnar, sort une liasse de billets énorme, enlève l'élastique, piche l'élastique à terre, piche l'élastique à Stephanie McMahon, ensuite, pogne un billet, commence à compter 1, 2, 3. Fait que dans le fond, ça voulait dire qu'il y avait tous des billets d'une pièce. Fait que dans le fond, pour payer la fine que Brock Lesnar avait, Paul Heyman a utilisé son argent de danseuse. Ce qui est assez drôle et c'est qui a créé un moment assez drôle avec Stephanie McMahon parce qu'on sait tous, on n'aime pas Stephanie McMahon. Fait que bref, c'était un bon segment dans l'émission aussi. Ensuite, il y a eu troisième chose que je veux parler, le match entre c'est pas Bob Backlund, voyons. Match entre Titus O'Neil et notre ami j'ai un blanc, en tout cas un match entre Titus O'Neil et Darren Young avec Bob Backlund qui est son entraîneur. Ce segment-là ne sert tellement à rien. Je comprends pas pourquoi ce segment-là est encore là. Très long, très plate. Titus O'Neil a complètement manqué sa promo. Je sais pas comment ce gars-là, ça se fait qu'il est là depuis 3 ans, est aussi nul en promo que depuis le début. Segment plate qui devrait mourir tout de suite. Depuis que Bob Backlund est revenu avec Darren Young, il n'y a pas grand chose de bon qui est arrivé, même s'il a été contre The Miz, pour la ceinture intercontinentale. C'est pas des grands segments jusqu'à présent. Puis finalement, fin du match, qu'est-ce qui a été bâti tout le long pour cette semaine à Raw, ça avait été un match pour la ceinture Universal qui avait été laissé vacante par Finn Balor qui s'est blessé à SummerSlam.
pour l'Universal Title Championship. Et c'est le Québécois Kevin Owens qui a gagné le match sur interférence de Triple H. Bref, ça a été un match excellent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond pour ceux qui l'ont pas vu? Le match était dans le fond entre Big Cass sans Enzo, Seth Rollins, Roman Reigns et Kevin Owens. Big Cass s'est fait éliminer après une quinzaine de minutes, a quand même eu de l'air très 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 fort. Je veux dire, il n'y a personne qui a eu de l'air lame dans ce match-là. Tout le monde a eu son moment de gloire un peu. Ensuite, après que Big Cass a été éliminé, Roman Reigns a commencé à détruire tout le monde. T'avais Kevin Owens dans le coin qui était magané. T'avais Seth Rollins qui se faisait péter à la gueule à un moment donné. Seth Rollins et Roman se retrouvent en bas du ring avec Kevin Owens encore dans le ring. Triple H sort d'une part. Pedigree, parce que le Pedigree, c'est le move le plus dangereux de l'histoire de la WWE. On le sait très bien. Et font Pedigree Roman Reigns out of the ring. Met Roman Reigns dans le ring. Réveille Seth Rollins. 1, 2, 3. Seth Rollins sort Roman Reigns. Tout le monde est batshit fucking crazy parce que Roman Reigns est out. Ensuite, Triple H envoie vers Kevin Owens. T'as l'impression qu'il va aller Pedigree Kevin Owens. Non, se tourne vers Seth. Donne un coup de pied à Seth. Pedigree à Seth Rollins. Tout le monde bat trip. 1, 2, 3. Kevin Owens comprend pas. Regarde Triple H avec une face de what the fuck. Qu'on va en parler plus tard. Mais Kevin Owens devient champion Universal. Donc, au Québec, on a pour la première fois, je suis pas sûr que Jacques Rougeau et toute cette gang-là ait gagné les grosses ceintures dans WWE, mais on a un Québécois comme Universal Champion, donc félicitations à Kevin Owens, Monsieur Steen. Et aussi, je donne personnellement, ça a été un Raw que tout le long, ça a été vraiment plate, mais ce match-là, ce moment-là, vraiment tout sauvé. Et ça a été vraiment mon moment what the fuck de la semaine où c'est que je me dis tout le long, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le lendemain, on a eu SmackDown. SmackDown, il y a Backlash dans 2 semaines, fait que vraiment, c'était un peu de l'improvisation du côté de SmackDown. On a eu The Miz, Dolph Ziggler, qu'on a eu une guerre de mots, puis qu'on a compris que The Miz et Dolph Ziggler allaient avoir un match pour la ceinture intercontinentale à Backlash le 11 septembre. Dolph qui est en complète perdition depuis un an. Mais les 2 trucs les plus intéressants qui est arrivé, ça a été tout en rapport avec Heath Slater. Heath Slater qui est en train de se rebâtir une carrière présentement avec son rôle de Hottest Free Agent Ever. Premièrement, il y a eu un segment de lui de Renee Young qui allait chez lui pour aller interviewer lui dans sa maison. Puis on voit le segment commence avec une espèce de maison de redneck. Tout est redneck, c'était très drôle. Interview avec sa fausse femme Beulah, qui est l'espèce de femme de redneck, un peu ronde, un peu nounoune, qui est là, c'était très drôle, c'était quelque chose de comique. Ensuite, puis dans le même segment, il y avait Rhino qui était là, mais Rhino était super sérieux tout en mangeant des crackers avec du fromage dessus. C'était parfait, de ridicule, je veux dire. SmackDown s'aligne pour être l'espèce de produit un peu plus over, un peu plus genre ridicule, puis à moins se prendre au sérieux, puis je pense que c'est une bonne voie, puis ça jusqu'à présent ça marchait bien. Un peu comme le segment d'Eva Marie qui est suspendu, mais je veux dire ça marche bien jusqu'à cette heure. L'espèce de côté de SmackDown de on s'en fout un peu jusqu'à présent, je trouve marche très bien. Ensuite, la deuxième chose que je veux parler, c'est le retour des Headbangers. Les Headbangers qui n'étaient pas dans les plans de WWE depuis 1999. De retour pour l'espèce de mini tournoi pour la ceinture Tag Team Championship de SmackDown. Les Headbangers sont rendus à quarantaine avancée présentement. Ont tellement été rough puis ont tellement été stiff contre Heath Slater puis Rhino. Rhino a eu besoin de 9 points de suture pour réparer son œil gauche. Fait que je pense peut-être que c'est la dernière fois qu'on voit les Headbangers, parce que oui, c'était le fun de revoir les Headbangers après autant d'années, mais quand tu reviens après ça, protège les talents. T'es pas supposé d'être là pour revenir pour faire saigner, pour faire mal aux talents. Je veux dire, t'es pas là pour te mettre over au niveau des Headbangers. Fait que j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Ça conclut SmackDown de cette semaine. Pas une grosse édition, mais j'ai l'impression qu'on va tout bâtir pour la semaine prochaine parce que c'est le Go Home Show pour Backlash. Et aussi, on va avoir besoin de ça parce que premier pay-per-view de SmackDown, on a besoin de faire quelque chose de gros. Donc, le Go Home Edition risque d'être très intéressant mardi prochain.
Ensuite, la Cruiserweight Division, on a eu 2 excellents matchs, seulement 2 matchs par exemple. Premier match, Brian Kendrick versus Kota Ibushi. Je vais retourner d'en parler parce qu'on va en parler plus tard dans un autre segment, mais excellent match, ça a été un des meilleurs matchs ever. Kota Ibushi qui kick out du Burning Hammer, pour ceux qui connaissent la lutte un peu, au niveau de New Japan, personne kick du Burning Hammer. Et dans le Cruiserweight Division, on a mis justement Brian Kendrick qui a fait le Burning Hammer à Kota Ibushi. Kota Ibushi qui kick out, excellent match si vous avez l'occasion de voir ça, écoutez-le. Ensuite, on a eu Grand Metalik contre Akira Tozawa. Grand Metalik qui gagne le match. Bon match là aussi. Par exemple, avec Grand Metalik, les matchs de Grand Metalik jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on bâtit Grand Metalik pour NXT parce que si vous ne le savez pas déjà, Grand Metalik a été signé par la WWE pour aller dans NXT bientôt. Et j'ai l'impression que ça va être lui qui va gagner le match. J'ai vraiment l'impression que ça va être lui qui va gagner toute la Cruiserweight Division. Donc, quand il y a un match de Grand Metalik, je dois avouer que je m'en fous un peu parce que justement, je m'attends à ce qu'à la fin, ça risque d'être lui contre Kota Ibushi pour donner un boost à Grand Metalik dans NXT et pour finalement convaincre Kota Ibushi de signer avec la WWE parce que Kota Ibushi n'est pas encore signé, Brian Kendrick non plus, Akira Tozawa non plus. On s'attend à ce que ces 4-là soient signés. Il y a les matchs la semaine prochaine que je suis pas sûr c'est quoi les matchs, ça a été tourné ce vendredi. Va falloir que je check, mais jusqu'à présent, il reste 2 semaines à la Cruiserweight Division Series. 2 semaines qui ont de l'air ultra intéressantes. Donc, écoutez ça si vous avez le temps. Ensuite, NXT mercredi. Édition pas ultra fun d'NXT. Ça a été assez tranquille. Premièrement, l'heure commence avec William Regal qui se fait informer que Samoa Joe a une blessure de plus, que ça va faire péter à mâchoire à NXT TakeOver New Year Brooklyn par Shinsuke Nakamura. Donc Samoa Joe ne peut pas lutter présentement. Ensuite, Shinsuke Nakamura arrive, commence à déclarer que c'est l'era du Strong Style. On s'en fout un peu. Ensuite, Revival qui embauche Tommaso Ciampa. On sent vraiment qu'il y a une construction autour de Ciampa et son partner contre The Revival. C'est sûr qu'on va pouvoir pousser ça à NXT Toronto, mais les deux, Ciampa et son partner, sont supposés d'aller dans Cruiserweight Division dans 2 semaines. Donc on sait pas où ça va venir. Et selon moi, jusqu'à présent, The Revival devrait être sur le main roster à SmackDown. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on devrait bâtir d'autres équipes. On a TM61, on a Author of Pain qui est là à NXT. On devrait bâtir ces deux-là au lieu d'aller avec des gars qu'on sait que d'ici 4 mois vont probablement être sur le main roster. Ensuite, pour conclure l'émission d'une heure, on a eu un segment, un match entre Liv Morgan et Aliyah. Et ensuite, Liv Morgan qui a gagné. Puis Liv Morgan, dans le fond, qui a conclu qu'elle allait devenir la prochaine gros nom de NXT. Liv Morgan, dans le fond, c'est une autre Alexa Bliss. C'est vraiment Alexa Bliss numéro 2. Petite blonde, grosse boule. Est athlétique, oui, mais j'ai l'impression que ça va être le genre de personnage qu'on va jamais trouver intéressant. Puis jusqu'à présent, elle est construit comme un face. J'ai l'impression qu'elle va être beaucoup plus intéressante en tant que heel. Genre, c'est un personnage qui demande d'être méchant, et surtout contre si t'as mis contre des jobbers un peu comme Aliyah. Première fois qu'on voyait Aliyah à TV, sur le réseau. Donc, je veux dire, c'est pas. On s'en fout un peu. Ensuite, on va y aller avec les nouvelles rapidos de la semaine. Bon, on va parler du gros dossier de la semaine, selon moi, qui est Alberto Del Rio. Alberto Del Rio, plusieurs choses qui sont sorties. Première chose, Alberto Del Rio a pris son option pour sortir de son contrat de WWE. Donc, Alberto Del Rio est parti. Donc, si vous voulez booker Alberto Del Rio dans n'importe quoi, il est disponible. À qu'est-ce qu'on dit justement, Alberto Del Rio s'avait fait promettre quand il avait signé son contrat il y a 1 an qu'il allait avoir une run au main event. S'est fait battre a battu John Cena, ensuite s'est retrouvé dans League of Nations, s'est retrouvé dans le très mauvais segment Max Americana avec Zeb Coulter. Ça a été catastrophique le retour de Alberto Del Rio cette année. Donc Alberto Del Rio qui est parti, qui est déjà plus là, je veux dire. C'est un gars qui a du charisme, un gars qui aurait dû être poussé un peu plus, surtout avec SmackDown, surtout avec le split qu'il y a eu présentement, mais probablement qu'on disait qu'il n'y avait rien de dispo, un peu comme Cody Rhodes.
Alors, on souhaite à Alberto Del Rio qui continue sa carrière de façon plus fun que ce qu'il y a eu cette année à WWE. Et en parlant d'Alberto Del Rio aussi, il y a eu les plans originaux qui sont sortis d'Alberto Del Rio. Qu'est-ce qu'on y avait promis? C'est justement une run au main event pour le WWE Championship. Mais aussi, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu qui aurait été intéressant selon moi? Il allait être, dans le fond, managé par Paul Heyman. Je sais pas comment qu'on a réussi à promettre ça, puis je sais pas comment qu'on aurait pu convaincre Paul Heyman de manager Alberto Del Rio, parce qu'on sait que Paul Heyman est beaucoup associé à Brock Lesnar depuis 2-3 ans. Mais on avait promis justement de donner à Alberto Del Rio Paul Heyman, finalement un Zeb Kohler. Fait que il n'a pas gagné grand-chose. Je pense que ça aurait vraiment donné au personnage. Puis quand il est revenu à Alberto Del Rio, je sais pas si vous vous souvenez au mois d'octobre, il était bronzé, il avait la gueule, il avait perdu du poids, genre il avait la gueule d'une porn star, mais genre ça fonctionnait. Le gars avait du charisme, tu te disais waouh, ce gars-là est prêt pour le main event. Ça s'est jamais manifesté. On parle beaucoup, c'est de la faute à Triple H backstage, qui aime pas beaucoup Alberto Del Rio, mais bon, on ne saura jamais vraiment. Puis d'autres choses qui c'est sorti hier par rapport à Madame Alberto Del Rio, qui est Paige. Comme vous savez, Paige et Alberto Del Rio sont dans une relation de couple qui est souvent mis en avant-plan sur l'Instagram de Paige. Selon que PW Insider a appris, c'est que la relation des talents, le gars qui s'occupe des divas, dans le fond, la relation entre Triple H, Stephanie McMahon, le gars entre lui et le talent Women's Championship, aurait dans le fond poussé pour que Paige finisse sa relation avec Alberto Del Rio. Ce qui est un peu bizarre. C'est un peu poussé que justement l'Office veut finir cette relation-là. Je veux dire, oui, une différence d'âge. Oui, ça a commencé sur des mauvaises bases. Alberto Del Rio qui était marié avant de sortir avec Paige. Je ne sais pas s'il est en procédure de divorce ou whatever, mais justement, et la différence d'âge entre les deux. Paige a 24 ans, Alberto Del Rio en a 38 ou 37. Mais en même temps, pour une entreprise, faire ça, c'est pas super génial. C'est pas super cool. Donc, Paige qui s'est fait. Et ça serait aussi la raison de pourquoi les deux ne seraient. Pourquoi Paige est dans Raw et pourquoi Del Rio a été mis dans SmackDown, c'est justement pour séparer les deux, pour que les deux soient le moins possible ensemble. Un peu stupide, mais en même temps, drôle de décision de WWE. Ensuite, nouvelle, Daniel Bryan qui pourrait combattre à nouveau, qui pourrait retourner dans le ring, comme on le sait, General Manager de SmackDown a pris sa retraite au mois de janvier. S'est fait forcer par les docteurs de la WWE de prendre sa retraite. Ce qu'on aurait entendu, c'est que les docteurs considéraient de retourner Daniel Bryan dans le ring, peut-être. Il y avait eu des gros hints par rapport à ça la semaine passée avec l'incroyable promo entre Daniel Bryan et The Miz. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de regarder ça. Miz n'a jamais été aussi bon. Et cette nouvelle-là est sortie au début de la semaine. Et ensuite, je crois que jeudi ou vendredi, Dave Meltzer est arrivé et a dit non, c'est pas vrai. Donc, on a deux nouvelles différentes de chacun des deux côtés. Ensuite, Bo Dallas qui cette semaine, la semaine dernière, avait été arrêté dans un aéroport parce qu'il était complètement sous. A été reprimandé par la WWE. À ce qu'on sache, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on a su. Et cédulé pour être à Raw cette semaine, lundi, et encore cédulé pour être à Shanghai et combattre Bing Wang au mois de septembre. Mais dans le fond, c'est ça. C'est pas mal ça la nouvelle. Ensuite, NXT Toronto, oui. Le prochain WWE a confirmé que le prochain event de NXT TakeOver, les gros events de NXT qui se déplacent à l'être à Toronto, NXT TakeOver Toronto, le samedi avant le Survivor Series. Pour ceux que ça intéresse, si vous allez sur le site de ticketmaster.ca et que vous rentrez tout en majuscule le code WWENXT, vous pouvez avoir accès à vos billets tout de suite. Vous pouvez acheter vos billets dès aujourd'hui avec le code WWENXT. NXT Toronto TakeOver, ça va être intéressant et ça donne l'impression justement que à partir de maintenant, les gros qu'est-ce qu'ils appellent les gros Fort Pay-Per-View, Survivor Series, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam vont être accompagnés d'un NXT TakeOver. Et spécialement le fait qu'on va avoir un NXT TakeOver à Toronto. S'il y a encore Shinsuke Nakamura comme champion, moi j'y vais, c'est sûr. Voir Shinsuke contre Samoa Joe à Toronto, parfait. Puis si Samoa Joe perd,
Ça veut dire qu'il va probablement passer à Raw SmackDown l'événement d'après. Et selon moi, avec Survivor Series à Toronto, Raw risque d'être à Montréal et SmackDown risque d'être soit à Vancouver, soit à Ottawa, whatever. Fait qu'on pourrait voir le début de Samoa Joe à Montréal, ce qui serait vraiment très cool. Ensuite, Kevin Owens, on va encore parler de Kevin Owens. Il y a des grosses rumeurs cette semaine qui sont parties, je pense, avec PW Insider encore. Que Kevin Owens, la réaction qu'il a eue quand il a vu Triple H tourner contre Seth Rollins, était complètement, genre, il ne savait pas du tout, il savait qu'il allait gagner, mais il ne savait pas du tout que Triple H allait, dans le fond, faire gagner tout ça, donc sa réaction serait legit. Ensuite, durant la semaine, on a eu des nouvelles comme quoi c'était pas vrai, je pense, par Dave Mercer encore. Dave Mercer, tu brises mon show. Mais c'est quand même intéressant, et si justement Kevin Owens a créé cette impression-là, ça veut juste dire que Kevin Owens est un excellent acteur. Bravo Kevin Owens. Ensuite, Wrestle Talk a sorti cette nouvelle-là hier, comme quoi Goldberg pourrait retourner, que dans le fond, le retour de Goldberg est en motion. Ça fait pratiquement 1 mois et demi, dans le fond, depuis que Goldberg est annoncé pour le jeu WWE 2K17, qu'on parle des retours de Goldberg, parce qu'on le sait au courant des années précédentes, qu'il y a une star qui retournait pour le jeu. Ça a facilité, dans le fond, ce retour avec le WWE. Les exemples qu'on a eu au courant des dernières années, Ultimate Warrior, qui a été introduit au temps de la renommée avec ça. Sting qui est revenu, qui a eu finalement son premier match avec la WWE, complètement catastrophique pour Sting, mais quand même un retour. Donc on parle beaucoup de Goldberg et ça sera en train d'être travaillé. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un match Goldberg versus Brock Lesnar à WrestleMania ou à Royal Rumble? J'espère que non, on veut pas ça. Si vous avez vu le premier match entre les deux, le match à WrestleMania 20 entre Goldberg et Brock Lesnar, c'était catastrophique, c'était vraiment très mauvais. Parlant de Brock Lesnar, justement, on a eu une confirmation cette semaine que Brock Lesnar vs Randy Orton 2 allait avoir lieu au mois de septembre à Chicago durant un live event, pas diffusé sur le réseau, sur WWE Network. Pourquoi? Parce que WWE ne veut pas payer Brock Lesnar pour une diffusion, fait que ça va être un live event. Selon moi, on manque pas grand chose parce que ça risque d'être encore la même chenoute qu'on voit tout le temps avec Brock Lesnar depuis le début. Ensuite, Amir Al-Hassan, cette semaine, qui a créé un remous dans le monde de la lutte. Pourquoi? Parce qu'Amir Al-Hassan, quand WWE, quand Kevin Owens a gagné la ceinture des champions, il y a une vidéo qui est sortie du gars de Kevin Owens, qui était très content pour son père, qui plairait pour son père. Puis Amir Al-Hassan sur Facebook, sur Twitter, a publié dans le fond un commentaire. Il serait pas si fier de son père, c'est vrai que la lutte c'est fake. Mais c'est comme rendu en 2016, tout le monde sait que c'est fake. Si tu sais pas que la lutte est fake, ok, non, tout le monde sait que c'est fake, les enfants savent que c'est fake. Pourquoi qu'on aime la lutte? C'est à cause justement des performances athlétiques de ces gars-là, puis le fait que ça soit fake. Rend ça plus le fun que, mettons, un event de UFC qui souvent est très plate. Mais faire ce genre de commentaires-là, puis ensuite il y a eu des commentaires assez désobligeants, comme quoi peut-être son gars est autiste ou whatever, mais il est pas autiste du tout, donc c'était pas correct. C'était pas correct de faire ça. Puis Amir Al-Hassan s'est excusé hier. Mais en même temps, c'est. Le gars a un fucking back en journalisme et fait ce genre de commentaire-là. Ce commentaire-là, pas pensé juste pour fesser les amateurs de lutte comme nous. Je veux dire, c'est pas brillant. C'est pas brillant, Amir Al-Hassan. Tu gagnes mon prix du niaiseux de la semaine. T'es mon niaiseux de la semaine, mon cher Amil. Et finalement, dernière nouvelle de la semaine qu'on va y aller, Luke Harper, qu'on n'a pas entendu parler depuis le temps de WrestleMania, comme vous savez, s'est explosé le genou dans un dark match avant WrestleMania. Selon PW Insider, Luke Harper devrait revenir au Performance Center en Orlando cette semaine pour avoir son genou vérifié par les docteurs. Puis si Cleary va pouvoir s'entraîner et revenir à la TV dans un futur, c'est fait mal le 21 mars dernier à Philadelphie. Le retour de Luke Harper, que ça pourrait signifier, selon moi, va aller du côté de SmackDown. Peut-être un retour Wyatt Family, comme on le sait, Bray Wyatt et Rick Warren se sont séparés. Mais Luke Harper est probablement le plus talentueux, le plus charismatique entre Rick Warren et lui. Ou ça va être une run tout seul que Luke Harper peut faire parce que Luke Harper a déjà gagné la ceinture continentale tout seul. Bref, moi, je le verrai avec SmackDown, peut-être la direction de Wyatt ailleurs, mais à SmackDown, ce serait une très bonne acquisition, surtout qu'il y a un problème de talent pool du côté de SmackDown. Finalement, pour terminer la semaine, on va parler de mon segment Blue Thunder Bomb et Michinoku Driver de la semaine.
c'est mon premier segment à vie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui écoutent un peu la lutte par semaine? Vous connaissez Michael Cole, le commentateur de Raw depuis une dizaine d'années, depuis très longtemps. Raw, à chaque fois qu'il call les mouvements de Sami Zayn, Michael Cole appelle tout le temps le mouvement, le signature move de Sami Zayn, qui est le Blue Thunder Bomb, un Michinoku Driver. Fait qu'en fait, le segment Blue Thunder Bomb, Michinoku Driver, c'est le pire et le meilleur de la semaine. On va commencer par le meilleur, dans le fond, le Blue Thunder Bomb de la semaine, Michael. Blue Thunder Bomb! Merci beaucoup. Donc, Blue Thunder Bomb de la semaine, c'est Brian Kendrick que je donne mon Blue Thunder Bomb de la semaine. Le match contre Kota Ibushi. Excellent match. Ce match-là est un classique. Comme je disais, le Burning Hammer, le kick-out du Burning Hammer. Beaucoup d'émotions. Daniel Bryan qui ajoutait de l'émotion à ça. Brian Kendrick qui a malheureusement perdu le match, justement. Comme je disais, on va vouloir pousser Kota Ibushi du côté de la WWE. Mais match absolument parfait. C'était bon. L'émotion qu'il y avait là-dessus. Puis ensuite, ce match-là, j'espère qu'on va signer Brian Kendrick. Brian Kendrick qui va pouvoir avoir une belle histoire d'underdog, de retour. De chip on his shoulder avec Brian Kendrick. Bref, c'est un excellent match. Et mon Michinoku Driver de la semaine, c'est Jim Cornette et Monsieur Russo qu'on va leur donner cette semaine. Pourquoi? Parce que Jim Cornette et Monsieur Russo, qu'est-ce qu'on fait cette semaine en fait, quand ils ont appris que Kevin Owens était champion, ont juste commencé à bâcher Kevin Owens. Par rapport à ça. Même Vince Russo a sorti des commentaires complètement stupides sur son podcast, comme quoi lui sait qu'est-ce qu'il fait, que le produit est complètement de la chenoute par rapport au fait que Kevin Owens et Dean Ambrose sont champions, et aussi que lui sait comment faire ça. Ensuite, il y a eu quelqu'un qui a parlé justement du fait qu'il a mis la ceinture sur lui et David Arquette, et il a commencé à dire que David Arquette était plus over que Kevin Owens, ce qui est complètement stupide. Je respecte un gars comme Russo, comme Jim Cornette, ont eu des grandes carrières, mais sérieusement les gars, pour tout ce que vous avez fait contre Kevin Owens, les commentaires contre Kevin Owens, puis tout ça, sérieusement, fermez-la, c'était commentaire complètement stupide. David Arquette plus over que Kevin Owens, mon cul. C'est ça, c'est pas mal ça pour cette semaine. Donc, c'est ça pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va parler du jeu WWE 2K17. Les personnes que moi, personnellement, je crois qui manquent dans le jeu. On va aussi prendre vos questions. Si vous avez des questions, écrivez-les en dessous. Aussi, pour l'émission de la semaine prochaine, on va faire un résumé de Raw, de SmackDown, de la Cruiserweight Division. Et on va parler aussi des grosses nouvelles de la semaine comme cette semaine. Puis si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à faire pour le show, mettez-les en dessous. Si vous avez un thème aussi, mettez-les dans les commentaires. Mettez un lien dans les commentaires en dessous sur la page Facebook, sur la page YouTube. Je vais vous espérer vous voir la semaine prochaine. Puis comme je vous dis, première émission, c'était la plus mauvaise. On va juste aller en s'améliorant. On va s'espérer aussi que ça soit moins long puis que je vais plus vite puis qu'il y a moins de nouvelles. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Subscribez si vous avez aimé ça. C'est toujours apprécié. Et si vous avez enduré jusque-là, merci beaucoup. Je vous aime. À la semaine prochaine, les amis. On se laisse sur un remake du thème de Naomi. Excellent thème. Bring it to the floor.